La plupart des gens pensent que faire des vidéos, ça coûte cher. Alors je vais pas y aller par 4 chemins, cette idée que la vidéo ça coûte cher, c'est un mythe répandu par les, entre guillemets, professionnels de l'image. Si vous avez déjà demandé un devis à une boîte de production, hein, vous voyez ce que je veux dire, ces gens-là, c'est des anciens pros. Ils utilisent du matériel hors de prix et complètement inutile, juste pour pouvoir vous impressionner avec ce matériel et vous facturer leur service très cher. De nos jours, on peut tout à fait réaliser des vidéos professionnelles impeccables avec des bouts de ficelle, vous allez voir. On me demande toujours quelle caméra acheter. Bah, la réponse est simple, hein. Si vous avez déjà quelque chose qui filme, surtout n'achetez rien d'autre. Vous avez un smartphone récent? Allez, on va faire ça, on va prendre mon téléphone et on va passer cette vidéo, on va la faire maintenant avec mon iPhone. Et hop là, on est en train de filmer donc avec mon iPhone. Alors, est-ce que vous voyez une grosse différence? Ben non, pas vraiment. Bien sûr, il y a une différence, mais si j'avais fait toute ma vidéo entièrement avec l'iPhone, vous auriez pas vu de différence. Parce que la perception de qualité d'image qu'on a en tant que spectateur, elle a rien à voir avec le nombre de mégapixels de la caméra ou la qualité technique du matériel qu'on utilise. La perception de qualité qu'on a, elle dépend que d'une seule chose. Elle dépend de ce qui se passe dans le cerveau du spectateur. Et donc, voici comment faire pour avoir une image magnifique comme ça, même avec un simple téléphone. Les techniques que je vous donne maintenant, elles vont vous permettre de faire des vidéos de qualité professionnelle avec n'importe quelle caméra. Ça va vous faire économiser des milliers d'euros sur le matériel. Si vous ignorez ces astuces, quoi que vous fassiez, de toute façon, et quelle que soit la marque ou le prix de votre caméra, alors votre image sera fade, banale, plate, le son de vos vidéos sera mauvais, ça vous collera immédiatement une étiquette comme ça d'amateur aux yeux des visiteurs. Et une mauvaise image publique de votre activité, c'est un petit peu comme une casserole que vous pouvez traîner comme ça derrière vous pendant des années. Alors que en appliquant ces simples conseils, vos vidéos seront impeccables et vous donneront cette aura de professionnalisme qui inspire confiance, peu importe le matériel que vous utilisez pour les faire. Et sur internet, c'est vraiment important d'inspirer la confiance au premier coup d'œil parce que si on fait trop amateur, le visiteur, ce qui se passe, c'est qu'il clique mécaniquement sur le bouton pour fermer la fenêtre et vous le reverrez plus jamais. On n'a pas de seconde chance pour faire une bonne première impression. En fait, les études montrent que vous avez juste 8 secondes pour séduire votre visiteur avant qu'il ferme la fenêtre comme ça de façon complètement machinale. Mais en réalité, c'est beaucoup plus rapide que ça parce que 8 secondes, c'est le temps que met sa décision inconsciente pour grimper jusqu'au cerveau, on va dire. Mais en fait, pour grimper jusqu'au niveau rationnel, parce que c'est une décision inconsciente à la base, en réalité, ça se joue au niveau de la perception, et cette perception, c'est des réflexes, ça se passe en quelques dixièmes de seconde dès que l'œil du spectateur perçoit la première image de votre vidéo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour séduire l'œil humain dès la première image? Heureusement pour nous, c'est vraiment super simple, il suffit de connaître essentiellement une astuce toute bête que les pros de l'image aimeraient garder pour eux, qui s'appelle l'éclairage 3D. Vous allez voir, c'est super simple. Pour l'œil humain, ce qui fait qu'une image est jolie ou pas, je le répète, c'est pas le nombre de pixels ou la qualité de la caméra, c'est l'impression de profondeur qui se dégage de l'image. Notre cerveau déteste les images plates parce que dans la vraie vie, ce qu'on voit, on le voit en 3 dimensions. Regardez cette image-là. Elle est tournée avec une vraie caméra pro à 5000 € et pourtant, c'est plat, c'est fade, c'est moche, burk, ça fait vraiment amateur, mais si on l'éclaire comme il faut, tiens, tout d'un coup, c'est beaucoup plus joli. Allez, on se la refait pour le plaisir, avant et après. Étonnant, non? Ça, c'est l'effet éclairage 3D. Alors, pourquoi une telle différence de perception? Tout simplement parce qu'une vidéo, c'est une image en 2 dimensions, c'est plat, et pour le cerveau, c'est louche, il manque quelque chose. Mais en utilisant l'éclairage d'une façon particulière, avec la technique de l'éclairage 3D, on peut créer dans l'image des indices de profondeur très nets que le cerveau va traiter vraiment automatiquement, comme ça, de façon réflexe. Ça va lui permettre de reconstituer mentalement la 3e dimension, la profondeur, qui avait disparu au passage en vidéo. Et là, tout d'un coup, le cerveau trouve que l'image est jolie. Alors c'est simple et facile à faire, il n'y a pas besoin de matériel cher, la preuve. Là en ce moment je suis en train de me filmer sur mon fond vert pour avoir cet effet tête qui dépasse du cadre que j'ai dans mes vidéos, mais pour vous montrer comment créer un éclairage 3D avec même pas 50 € de matériel, je vais aller me mettre là-bas de l'autre côté de la pièce, sur le fond gris, et je vais vous montrer pas à pas comment ça marche, on y va. Alors, comme le nom l'indique, pour l'éclairage 3D, on va utiliser 4 lumières en fait. La première lumière s'appelle la lumière principale. Son rôle, c'est d'apporter la luminosité générale de votre image, la lumière dans le capteur de ce que vous utilisez pour filmer, donc votre caméra, votre iPhone, etc.,
Ça a besoin de lumière pour pouvoir y voir quelque chose et enregistrer une image. Donc pas besoin de matériel professionnel pour cette lumière principale. Comme vous le voyez, ici, j'utilise tout simplement une boule japonaise en papier qui m'a coûté au moins la fortune de 3,60 €. Et dedans, ce que je fais, c'est que je mets une ampoule fluorescente puissante, de type lumière du jour. Vous savez, lumière du jour, c'est celles qui font une lumière bien blanche, pas une lumière jaune. Et puis, pour que notre image ait un beau jeu d'ombre et de lumière, qui permet au cerveau de bien saisir la profondeur de cette image, ce qu'on fait, c'est qu'on place cette lumière principale à 45 degrés par rapport à la ligne entre le sujet et la caméra. Le sujet, c'est moi. Cet angle de 45 degrés, il permet d'avoir un éclairage général qui est harmonieux et surtout avec de belles ombres qui donnent beaucoup d'indices de profondeur au cerveau. Par contre, on veut des ombres douces, dégradées, pas des ombres nettes, cassantes, qui feraient des gros traits noirs. Donc c'est pour ça qu'on met notre ampoule dans une boule japonaise. Le papier diffuse la lumière, ça rend la lumière plus douce, la source de lumière est plus grande, et du coup les ombres sont plus diffuses. Donc si je coupe avec ma télécommande, si je coupe toutes les autres lumières, ça donne ça. Voilà. Alors, tant que j'ai les autres lumières coupées, je vous donne une astuce pour bien placer votre lumière principale sur la hauteur. Le V hollywoodien. Ajustez la lumière principale en hauteur par rapport au sujet pour voir apparaître un V de lumière, comme ça, sur la fossette opposée à la lumière. Donc là, je pense qu'on doit bien le voir. Quand on a ce V, on est sûr que les indices de profondeur que ça va donner au cerveau sont au maximum. Ok. On a placé notre lumière principale, c'est bien, mais comme vous pouvez le constater, le problème c'est qu'on se retrouve avec une image où les zones d'ombre ici, de l'autre côté, sont vraiment trop noires. La caméra, il voit rien du tout à ces endroits-là. Donc, on va les éclairer, ces zones d'ombre, mais juste un peu. Avec une autre lumière, on va les déboucher avec ce que j'appelle la lumière de remplissage. Donc, je vais l'allumer, hop là. Son rôle à celle-là, c'est pas d'éclairer toute la scène, c'est juste de venir mettre un petit peu de lumière sur les zones trop sombres. Donc elle est moins forte cette lumière, soit une ampoule moins puissante, ou alors on place la lumière plus loin, ça revient au même. Et comme ça, on conserve de belles nuances d'ombre dans l'image, que le cerveau captera bien. Et ces ombres, par contre, elles sont subtiles au lieu d'être complètement noires, comme si j'avais qu'une lumière d'un seul côté. Donc la lumière de remplissage, vous la placez de l'autre côté, par rapport au sujet, à l'opposé de la lumière principale, donc à 45 degrés de l'autre côté, et au niveau de la hauteur, vous la mettez en gros à hauteur du visage. Donc on va regarder l'effet de ce que ça fait quand je la coupe et que je la rallume. Donc 100, avec, 100, avec. Voilà, rien qu'avec ces deux lumières, vous voyez, on a déjà un bel éclairage et on a une image qui est tout à fait correcte, mais on veut quelque chose de vraiment pro, on veut que ça fasse waouh au premier coup d'œil, donc on va pas s'arrêter là. La grosse astuce que les photographes pros aimeraient garder pour eux, qui permet vraiment d'envoyer un gros message de profondeur au cerveau, c'est ce qu'on appelle le rétro-éclairage. Je vais l'allumer par avance, on va éclairer le dos du sujet. Pas pour filmer son dos, ça sert à rien, mais pour créer des contours lumineux sur ses épaules et des beaux reflets dans ses cheveux. Alors les reflets, c'est pas parce que je le vaux bien, non, c'est parce que pour le système visuel de notre cerveau, ça permet de vraiment, le voilà, il s'est allumé, ça permet vraiment de séparer le sujet du reste de l'image et comme ça, le sujet nous saute aux yeux en quelque sorte et ça fait vraiment effet pro immédiat. Ce qui compte pour le rétroéclairage, c'est d'utiliser une lumière dure, donc pas de boule japonaise là, on utilise un spot, il faut le placer au-dessus du sujet et légèrement en arrière pour que ça crée juste un contour et des reflets dans les cheveux. Là j'utilise donc un spot LED, c'est un spot que j'ai fixé au mur, qui a coûté à peine 10 € au magasin de bricolage, et si on allume que le rétroéclairage, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, contour au niveau des épaules, reflet dans les cheveux. Allez, je rallume le reste. Hop là. Donc à ce stade, on a déjà un vrai éclairage 3D. Mais on va pas s'arrêter là, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va aller encore plus loin dans l'effet image qui saute aux yeux. On va créer votre aura de confiance avec la 4e lumière de l'éclairage 3 points. Ça c'est un petit peu mon cadeau bonus, c'est ce que j'appelle la lumière de fond. Vous voyez là, je vais l'allumer. Hop là, vous voyez ce beau dégradé bleuté là qui est sur le fond derrière moi, autour de mes épaules. En fait, mon fond,
c'est juste du tissu, hein, c'est un tissu qui est gris qui est sur le mur, ça aurait pu être juste un mur blanc, ça aurait pu être un drap tendu avec des punaises, mais l'astuce, c'est que derrière moi, dans mon dos, j'ai placé des petites ampoules qui sont cachées normalement par mon corps et qui éclairent le tissu gris, et c'est ce qui crée cet effet de halo, cet effet dégradé qui fait vraiment joli et pro. Allez, je retourne sur le fond vert. Alors, attention, si vous voulez faire des vidéos comme ça, hein, comme moi, sur un fond vert, comme là, n'utilisez pas de lumière de fond. Hein. Vous voyez, là, il y a absolument rien du tout derrière moi, parce que si je mettais une lumière de fond, bah, ça empêcherait d'utiliser l'effet de fond vert au montage. Si vous voulez le même effet de halo derrière vous, comme moi, mais avec une vidéo tournée sur fond vert, il faudra le créer artificiellement au montage. C'est vraiment pas compliqué, regardez, je l'éteins. Je l'allume, en fait je fais rien du tout, parce que tout ça, ça se passe au montage. La lumière de fond, c'est uniquement quand on filme sur un vrai fond qui sera visible à l'image, alors que le fond vert, comme ça, c'est quand on veut ajouter au montage n'importe quel fond avec un trucage. Mais la lumière de fond, c'est un vrai plus, et on n'est pas obligé de l'utiliser uniquement quand on filme sur un fond uni ou devant un mur, hein. On peut aussi l'utiliser dans un vrai décor, comme par exemple, quand j'étais allé interviewer Mathieu, l'instituteur, on a mis une lumière bleue par terre pour colorer le mur du fond, ça donne toujours un super effet. L'éclairage 3D, c'est magique, hein, c'est super simple, faites des essais, prenez votre téléphone, jouez avec des sources de lumière que vous avez déjà chez vous, hein, de simples ampoules pour vous entraîner, vous allez voir que juste en changeant la façon dont vous placez vos éclairages, tout d'un coup, c'est comme si votre téléphone se transformait en caméra pro. Alors, puisque maintenant vous savez comment avoir une image pro qui plaît au premier coup d'œil, ça serait dommage de tout ruiner avec une erreur de débutant que je vois tout le temps et que j'appelle faire le schtroumpf. Je m'explique. C'est une histoire de cadrage, la façon dont vous vous placez dans l'image. Si vous vous mettez au milieu de l'image, comme ça, vous avez l'air d'un schtroumpf. En fait, ce qui se passe, c'est que ça dégage une mauvaise impression au premier coup d'œil, parce que les systèmes visuels dans le cerveau du spectateur, ils s'ennuient. L'image est trop facile à lire pour eux, trop facile à interpréter. Il y a un cadre avec un truc au milieu. C'est nul. Pour donner un peu plus de travail au système de recherche visuelle du cerveau et pour que la composition de l'image soit agréable au premier coup d'œil, on met le sujet principal, hein, et les éléments importants de l'image, non pas au centre de l'image, mais dans la périphérie de l'image. C'est vraiment très simple à faire en suivant une règle, la règle des lignes de force. Imaginez que vous dessinez un jeu de morpion sur le cadre de votre vidéo. Ces lignes-là, c'est les lignes de force, et les endroits où elles se croisent, les lignes de force, c'est ce qu'on appelle les points de force de l'image, et c'est là qu'il faut mettre les choses importantes. S'il n'y a que vous sur l'image, vous pouvez vous mettre au milieu par rapport au côté de l'image, mais attention, sur la hauteur, restez bien sur la ligne de force du haut. Sinon, effet schtroumpf garanti à tous les coups. Et s'il y a autre chose que vous, s'il y a un décor ou plusieurs personnes, mettez toujours les visages sur un des points de force du haut, et puis ensuite vous pouvez fignoler, hein, vous pouvez vous amuser en jouant avec les lignes de force. Par exemple, vous pouvez aligner un mur ou la ligne d'horizon sur une des lignes de force, ou mettre un point de perspective, un point de fuite de l'image sur un point de force qui est opposé à celui du visage, etc. Faites l'essai, utilisez les points de force, vous allez voir qu'avec ce truc, non seulement vous allez faire tout de suite meilleure impression en vidéo, mais en plus, même vos photos de vacances, elles vont se mettre à être plus jolies. Ok, l'image, c'est fait. Vous voyez, c'est très facile de faire une super impression visuelle dès le premier coup d'œil et d'avoir une image pro, même si on n'a aucun matériel, entre guillemets, pro. Parlons maintenant du son, parce que ça serait dommage d'avoir une belle image pro et un son qui fait amateur. Et en fait, c'est vraiment important, hein, d'avoir un bon son. Les études ont montré que la qualité du son, elle influence énormément la perception de qualité globale d'une vidéo. Même avec une image impeccable, si votre son est mauvais, les gens ont l'impression que toute votre vidéo est mauvaise, et ils s'en vont. Heureusement, là aussi, j'ai une astuce de pro, un truc tout simple qui va vous faire économiser énormément et vous permettre d'avoir un son nickel sur toutes vos vidéos sans aucune dépense inutile. Tous les gens que je vois qui se lancent en vidéo, ils font la même erreur avec le son. Ils se rendent compte que le micro de leur caméra suffit pas, du coup ils achètent des micros hors de prix à mettre sur leur caméra. Et ils s'étonnent que même avec leur micro pro à 1200 €, le son soit bon. Ok, un petit peu meilleur, mais toujours pas au niveau de ce qu'ils espéraient. Et en fait, pas au niveau, c'est vraiment exactement le problème, et voici le secret à connaître pour avoir un son de super qualité, même avec un micro à 30 €. Là encore, c'est une histoire de perception par le cerveau. Ce qui fait qu'on a une bonne impression de qualité audio, c'est pas la qualité technique du micro qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le rapport signal-bruit.
Le son du signal, hein, votre voix ou ce que vous voulez enregistrer, il doit être nettement plus fort que le son de tout le reste. Les bruits environnants, la réverbération de votre voix sur les murs, ça c'est important. Et il y a un secret tout bête pour qu'il soit beaucoup plus fort. C'est tout simplement de mettre le micro aussi près que possible de la source de ce que vous voulez enregistrer. Tant que vous mettez votre micro là-bas sur votre caméra, vous ne pourrez pas avoir un bon son. Le bon endroit pour mettre votre micro, c'est le plus près possible de la personne qui parle, le plus près possible de la bouche. Donc pas sur la caméra. Le plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser tout simplement un micro-cravate. J'en ai un là dans ma poche. Hop là, voilà, je vais le mettre. On le met donc sur la veste. Hop là. Et comme ça, du coup, il est tout près de la bouche, le son va être nickel. Alors ici dans mon studio, ce que j'utilise, c'est un micro directionnel hein, qui est pendu sur une perche au plafond. C'est un Rode NTG2, il coûte 250 €, c'est un bon micro. Il est là en permanence, ça me permet de ne pas avoir à m'équiper avec le micro-cravate à chaque fois que je veux faire une vidéo. Et vous voyez qu'il est à peu près à 30 cm de ma bouche. Mais on va voir ce que ça donne avec un micro bas de gamme, donc avec celui-là, la TR3350, hein, c'est un micro-cravate qui coûte 30 €. On le met en route, on passe dessus. Alors, vous entendez qu'il y a une différence dans le timbre entre les deux micros, c'est normal, c'est pas le même micro, mais la qualité du son est très bonne, et si j'avais fait toute ma vidéo avec ça, ça serait passé comme une lettre à la poste, alors que si j'avais voulu faire la vidéo en mettant mon bon micro, mais en le mettant là-bas sur la caméra, et ça aurait donné, en gros, ça aurait donné ce que vous entendez maintenant, et franchement, c'est pas du tout le genre de son qu'on veut. Obtenir un bon son, c'est tout simple, il suffit de placer le micro près de la bouche. Vous le voyez, la vidéo, ça a vraiment pas besoin d'être cher. Vous pouvez tout à fait créer vous-même des vidéos dont la qualité aura rien à enlever à celle qu'une boîte de production vous facturerait les yeux de la tête, et vous pouvez le faire simplement avec un budget ridicule. Alors si vous l'avez pas encore, je vous invite à télécharger ma liste des courses, hein. C'est un document PDF avec tous mes conseils d'achat pour le matériel. Je vous indique comment le télécharger à la fin de cette vidéo. Maintenant, au-delà de la peur de ce que ça coûte, un autre truc qui fait que beaucoup de gens se sont toujours pas mis à la vidéo, c'est la peur de pas être crédible en vidéo. Parce que bon, donner une image pro au premier coup d'œil, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait si pendant le tournage, on sait plus quoi dire, si on a un blanc, si on se trompe, si on bafouille. Vous voulez un positionnement d'expert pour être crédible et pour inspirer la confiance, pour dégager une image dynamique. Et un expert, ça maîtrise son sujet, hein, ça passe pas son temps à bafouiller et à se planter. Sauf que dans la réalité, tout le monde se plante, même les pros, même moi, et vous vous planterez aussi. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est pas grave, parce que là encore, j'ai de grosses astuces pour vous, vous allez voir. D'ailleurs, est-ce que je me suis planté depuis le début de cette vidéo? Non? Oh si, en fait, et plein de fois, mais vous l'avez pas vu, et voilà comment ça marche. Si vous faites appel à une boîte de production pour faire vos vidéos, typiquement pour couvrir ces moments-là où vous êtes trompé, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Ils vont utiliser des fondus enchaînés, comme ça, pour enlever les passages qu'on veut faire sauter et aller directement au moment où on veut reprendre. Mais le problème, c'est que ça se voit, ça fait pas pro du tout. En fait, c'est comme si vous agitiez un drapeau sous le nez de votre visiteur en lui disant « Hé, regardez comment je me suis bien trompé au montage et j'ai dû couper, il y a des coupes partout, vous les voyez bien mes coupes ?» Est-ce que ça donne l'image de quelqu'un de crédible qui sait ce qu'il fait? Pas vraiment. Heureusement, avec ma technique du montage furtif, c'est fini, vous passerez plus pour un amateur et vous allez donner l'impression de faire toutes vos vidéos en une seule prise à tous les coups, trop facile. Parce que là encore, on va jouer un tour au cerveau du spectateur pour s'en tirer comme si de rien n'était. Notre système visuel a une grosse faille dans la façon d'être attentif. Pour vous le montrer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test d'attention là en regardant une publicité canadienne. Donc soyez attentifs, il y a deux équipes de basket, essayez de compter le nombre de passes que va faire l'équipe blanche. Combien de fois est-ce que le ballon change de main dans l'équipe blanche? Vous êtes prêts? C'est parti. Go! Donc, vous me dites 13 passes. Mais est-ce que vous avez vu passer l'ours qui danse le moonwalk? Non, je plaisante pas, on va rembobiner, et si on regarde mieux, c'est difficile de le louper. Et pourtant, vous l'avez loupé. Alors, comment est-ce que vous avez pu passer à côté d'un truc aussi gros? C'est parce que, comme je vous le disais, notre cerveau, il est
très bon pour voir ce qu'il est en train de chercher, mais alors par contre il est totalement nul pour voir ce qu'il n'est pas en train de chercher. Et ça c'est une faille dans les réflexes du système nerveux et on va l'utiliser à notre avantage pour empêcher les spectateurs de voir qu'on s'est trompé au tournage et qu'on a dû couper. On va obliger le cerveau en fait à chercher quelque chose. Alors ça c'est facile à faire, il suffit de changer l'image d'un coup, net, comme ça, paf. Si le changement est vraiment net, le cerveau se met immédiatement en mode recherche. Et il essaye de lire la nouvelle image. Donc au montage, ce que je fais, c'est que je vais passer d'une image qui est en plan large, comme ça, à une image normale, ou alors à une image beaucoup plus serrée, tout simplement en jouant avec mon logiciel de montage et en zoomant un bon coup sur l'image. Le cerveau, dès qu'on fait ce changement net, le cerveau va se mettre à chercher le truc le plus facile à reconnaître pour lui dans la nouvelle image. Et pour le système visuel humain, le stimulus qui est le mieux câblé, le plus rapide à reconnaître, c'est un regard humain, les yeux du présentateur, vos yeux. Pendant les millisecondes où il est en train de chercher les yeux, il va passer complètement à côté de tout ce qui a changé dans l'image, comme la position des mains, des épaules, la nuque, etc. On rembobine, et l'extrait de tout à l'heure où je faisais l'idiot avec le drapeau, on le regarde à nouveau, mais monté en montage furtif au lieu des fondus enchaînés. Si vous faites appel à une boîte de production pour faire vos vidéos, typiquement, pour couvrir ces moments-là où vous êtes trompé, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Ils vont utiliser des fondus enchaînés, comme ça, pour enlever les passages qu'on veut faire sauter et aller directement au moment où on veut reprendre. Mais le problème, c'est que ça se voit, ça fait pas pro du tout. En fait, c'est comme si vous agitiez un drapeau sous le nez de votre visiteur en lui disant « Hé, regardez comment je me suis bien trompé au montage et j'ai dû couper, il y a des coupes partout, vous les voyez bien mes coupes ?» Avec le montage furtif, ça passe nettement mieux. Le truc, c'est de changer nettement d'échelle sur l'image, mais en laissant les yeux au même endroit avant et après la coupe pour que le cerveau les trouve sans devoir explorer tout le reste de l'image qui a changé. Et hop, ni vu ni connu, vous pouvez vous tromper et recommencer autant de fois que vous voulez, personne n'en saura jamais rien, c'est super simple à faire, je vais vous montrer. L'erreur que font de nombreux entrepreneurs, c'est de se laisser impressionner par la technique avant même d'essayer. Ils se disent j'y connais rien en caméra, je sais pas me servir d'un logiciel de montage vidéo, rien que de jeter un coup d'œil au manuel, ça me donne la migraine, j'y comprends rien. Et du coup, ils baissent les bras et ils se donnent jamais l'occasion d'essayer et de se rendre compte à quel point c'est devenu simple de nos jours. Il y a deux choses à bien comprendre en fait. Un, les matériels et les logiciels, ils ont fait d'énormes progrès ces dernières années. Les caméras modernes, surtout les modèles grand public que je recommande d'utiliser, ils font des merveilles en mode entièrement automatique. Si vous suivez mes conseils pour l'éclairage, vous savez que l'image sera belle et la caméra s'occupe toute seule de tout le reste. La mise au point, ouverture, vitesse d'obturation, tout ça, tous les trucs techniques, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, c'est l'appareil qui le fait pour vous. La deuxième chose, encore plus importante, le secret pour que la technique, ça soit jamais un problème, c'est d'arriver à être parfaitement au clair sur vos objectifs, sur l'objectif que vous voulez atteindre, et vous devez avoir un plan à suivre pour ça. Parce que si vous vous lancez en n'ayant aucune idée de ce à quoi votre vidéo doit ressembler au final, et qu'en même temps vous découvrez complètement votre logiciel de montage en partant de zéro, avec juste le manuel, alors c'est sûr que vous allez vous perdre, faire n'importe quoi, et rencontrer tout un tas de problèmes sans savoir comment trouver la solution. Alors que si vous avez une idée vraiment parfaitement précise de ce que vous voulez obtenir au final, et que vous suivez un plan étape par étape, en sachant quoi faire à chaque étape, alors trouver comment le faire pour chaque étape, ça devient très facile, même avec le plus touffu des manuels. Par exemple, la technique du montage furtif que je viens de vous expliquer, imaginons que vous voulez faire ça avec un logiciel que vous avez jamais utilisé. Vous savez quoi faire. Vous voulez changer la taille de l'image après la coupe, en gardant les yeux du présentateur au même endroit. Quand on sait comme ça exactement ce qu'on veut faire, tout d'un coup ça devient beaucoup plus facile de trouver comment le faire, parce que au lieu d'aller lire tout le manuel en entier sans savoir ce que vous y cherchez, ou au lieu de visionner un tutoriel interminable qui passe en revue la moindre fonction, le moindre bouton du logiciel dont de toute façon vous ne servirez jamais, ce qu'on fait c'est qu'on va chercher directement une info précise, et ici dans notre cas du montage furtif, on va chercher comment agrandir l'image et comment déplacer l'image. Et on apprend comme ça uniquement les fonctions dont on a besoin pour atteindre notre objectif sans se perdre dans les possibilités infinies qu'offre la technique de nos jours mais dont on n'a pas besoin. Donc le montage furtif, fallait y penser à la technique, mais à faire, c'est vraiment super simple. Regardez, alors j'étais il y a quelques temps sur scène à Moscou à la demande d'Andrei Parabellum pour enseigner mes techniques à son groupe VIP pendant l'infoconférence. L'infoconférence, c'est le plus gros événement de Russie consacré au marketing des produits d'information.
Et pour faire la démo du montage furtif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué un sale tour à Svetlana, ma traductrice russe. Hein. J'ai sorti mon iPhone et j'ai improvisé une vidéo d'elle pour faire un montage furtif en live. Hello, sweetheart. How are you doing today? Fine. Fine? It's good because it's just the two of us, I mean. We're just two of us in the room and well, a few people. Okay, Miss Tice, if you watch this. У нас здесь вот двое, только ты и я, и вот еще куча людей. Donc je dis un truc en anglais, Video in your info product marketing business. elle le traduit en russe, et du coup on va enlever tous les moments où c'est moi qui parle pour donner l'impression que c'est elle qui a dit tout ça toute seule en une seule prise. Donc j'enlève tout ce que je veux pas garder. Je règle la taille d'image pour chaque coupe. Je replace les yeux au même endroit avant et après la coupe, et hop, le tour est joué. Теперь вы знаете, что вам нужно использовать видео в вашем интернет-маркетинге. Проблема в том, что его очень легко завалить. Дэвиду и его волшебной технике теперь все это можно делать. Et je viens de faire ça avec un petit logiciel tout bête qui coûte à peine une centaine d'euros. Quand on sait ce qu'on veut faire, ça va vite et c'est pas compliqué. La vidéo pour vous en tant qu'entrepreneur, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Internet, tous les aspects techniques, tout ça, ce sont que des outils pour communiquer avec nos prospects d'une façon qui va les impliquer, les intéresser et faire passer le message efficacement en les gardant attentifs jusqu'au bout. Vous devez vous concentrer uniquement sur les choses dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Connaître toutes les fonctions, savoir tout faire, c'est pas votre job d'infopreneur, c'est le job d'un technicien. En tant qu'entrepreneur, votre job à vous, c'est d'être au clair sur les objectifs à atteindre et d'avoir une feuille de route claire sur les étapes à suivre pour atteindre cet objectif. C'est pour ça que dans mes formations, j'inclus toujours des vidéos pas à pas, un clic à clic, pour vous montrer comment faire dans plusieurs logiciels, mais comme je le dis souvent, c'est pas des tutoriels. Vous devez à tout prix éviter de vous surcharger la tête avec des aspects techniques dont vous n'avez pas besoin. L'important pour vous, c'est les résultats que vous pouvez obtenir et la vitesse à laquelle vous pouvez devenir autonome avec la vidéo pour qu'elle soit au service de votre activité, en amenant une tonne de trafic sur votre site web, en créant une relation avec vos prospects, une relation naturelle basée sur la confiance, sur la sympathie que vous dégagez par votre professionnalisme.